Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres, c'est tout de suite. Mbodjen sous le choc, un corps entièrement calciné a été retrouvé par les populations. Pour le moment, impossible d'identifier la victime qui aurait été tuée avant d'être brûlée vive. L'affaire est entre les mains de la justice qui a diligenté l'ouverture d'une enquête. Le nouveau patron de la police nationale officiellement installé, Mame Seydou Ndour, compte renforcer la sécurité aux frontières terrestres et maritimes. Inspecteur général de fonction, il s'est également fixé comme objectif de réconcilier la police nationale et les citoyens. Le Sénégal à la 94e place du classement mondial de Reporters sans frontières. Révélation du rapport de l'organisation qui dévoile des chiffres alarmants sur la liberté de presse au Sénégal, avec notamment plus de 70 entraves au travail des reporters constatées sur une période de 3 ans. Et puis, éliminatoire du mondial 2026, le Sénégal croise le fer avec la RDC au stade Abdoulaye Wade. 1-0 pour les Lions, un but inscrit par Ismaïla Sarr dans les ultimes minutes de la première mi-temps. Un match qui se joue sans Sadio Mané, forfait à cause d'une blessure au genou droit. Voilà pour les titres, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Je vous l'annonce donc tout de suite en titre, un journal que nous ouvrons tout de suite avec l'émoi et la tristesse qui règne à Mbodjen. Dans la commune de Tivaouane, une personne a été atrocement tuée avant d'être brûlée. Les habitants du village dénoncent et interpellent les autorités sur la recrudescence des cas de meurtre dans cette localité. L'affaire est entre les mains de la justice qui vient d'ouvrir une enquête. Le point, c'est avec Cheikh Anta Diop et Saïla Tir. Mbodjen, un village situé dans la commune de Tivaouane, à quelques encablures de Ndiassane, une personne a été atrocement tuée, puis brûlée. Il est difficile d'identifier le corps sans vie. C'est l'émoi et la consternation dans ce village. On ne sait même pas si c'est un homme ou une femme. On l'a atrocement tué puis brûlé. Le corps est calciné. Vous vous rappelez, l'année dernière, au 17e jour du Ramadan, une femme a été égorgée puis brûlée ici. C'était sur le même lieu. Elle habitait Fass Boye. Une étudiante avait été violée ici par un conducteur de moto Jakarta qui l'a par la suite tuée. Hanté par la peur à cause de la recrudescence des meurtres, les populations de Mbodjen lancent un cri du cœur et interpellent les autorités. Nous interpellons les autorités sur le phénomène qui prend de l'ampleur, surtout dans les cités religieuses comme Ndiassane. On ne peut pas rester 6 mois sans entendre parler de meurtre. Nos enfants sont en danger. Ils traversent chaque jour la ruelle pour aller au CM de Ndiassane ou au CM Ababakar Sy de Tivaouane. On ne connaît pas encore l'identité de la victime, mais le procureur de Tivaouane a ordonné une autopsie afin de mettre la lumière sur l'affaire. Le nouveau directeur général de la police nationale prend officiellement fonction. L'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour compte réconcilier la police et la population. Selon lui, l'offre de service sera améliorée dans le respect des lois et règlements. Le nouveau patron de la police annonce aussi que la sécurité sera renforcée au niveau des frontières terrestres et maritimes. Fatima Touré et Alioune Diagne ont assisté à son installation. Compte rendu. Officiellement installé à la tête de la direction générale de la police nationale, l'inspecteur général de police Mame Seydou Ndour liste déjà ses priorités. Entre autres, réconcilier la police nationale et la population. Dans cette optique, il entend mettre en place des leviers qui vont permettre d'améliorer l'offre de services. Compte tenu des urgences identifiées qui requièrent de ma part une attention particulière, je m'emploierai à réconcilier la population et sa police nationale en instaurant un climat de confiance mutuelle et en faisant participer activement la population à l'offre de sécurité qui intègre les attentes et les besoins des citoyens dans les missions de police. Autre défi qui attend le nouveau patron de la police nationale, la sécurité au niveau des frontières terrestres et maritimes.
La lutte contre les cybermenaces, la cybercriminalité et les dérives sur Internet sera intensifiée avec un accent particulier sur la protection de la vie privée. L'action de la police nationale dans la surveillance et la protection de nos frontières sera davantage consacrée par la création d'unités de patrouille frontalières, l'extension aux frontières terrestres du réseau automatisé de contrôle des entrées et sorties aux frontières. Dans la même lancée, je travaillerai à la mise sur pied effective d'une police maritime pour mieux lutter contre les infractions maritimes. Le ministre de l'Intérieur magnifie le travail déjà accompli par l'inspecteur Mame Seydou Ndour au service de la police nationale et lui apporte tout son soutien dans sa nouvelle mission. Vous aurez aussi comme mission d'offrir un encadrement rapproché des corps et services de la police nationale pour la promotion des bonnes pratiques relativement au respect de la dignité humaine et des droits de l'homme. Au-delà, il s'agira aussi de s'atteler d'ores et déjà à améliorer l'environnement de travail et surtout les conditions sociales des agents de la Direction générale de la police nationale. Des réformes structurelles sont prévues au sein de la police nationale afin de mieux servir la nation dans sa mission régalienne. En 3 ans, plus de 70 entraves au travail des reporters consignés dans le rapport de Reporters sans frontières publié ce jeudi. Ce rapport intitulé « Le journalisme à la croisée des chemins » révèle des chiffres alarmants sur la liberté de presse au Sénégal, des chiffres qui aujourd'hui nous ont valu la 94e place du classement RSF. Reporters sans frontières a également formulé 30 recommandations et espère que le gouvernement actuel fera face aux difficultés que traverse la presse au Sénégal. Un reportage signé Abdoulaye Diop. Plus de 60 journalistes ont été arrêtés, agressés, interpellés ou détenus au Sénégal entre 2021 et 2024 selon le rapport de Reporters sans frontières publié ce jeudi. Ce qui a fait que le Sénégal a rétrogradé de la 49e à la 94e place au classement mondial de la liberté de la presse. On se rend compte que ce sont pratiquement des années de braise pour nous, pour la liberté de la presse dans ce pays-là, compte tenu des troubles sociopolitiques, compte tenu aussi également des périodes électorales qui ont eu lieu, mais compte tenu également d'un ensemble d'autres facteurs. Tout cela donc nous ont poussé à mettre dans le cadre de ce rapport-là tout ce qu'on a documenté en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme, mais qui doivent servir maintenant d'éléments de plaidoyer parce que le pays a de nouvelles autorités. Nous avons rencontré le ministre de la Communication à qui nous avons donc présenté nos plaidoyers, nos recommandations. Le rapport intitulé « Le journalisme à la croisée des chemins » interpelle Mor Amar, lui qui a été victime de violences policières. Avec ce que j'ai vécu avec Absa Anne, c'est elle qui en avait le plus souffert. Sinon pour le cyberharcèlement, si vous faites allusion à cela, effectivement, on est quotidiennement confronté à ça. Ce qui a fait que nous avons perdu notre label de fleuron de la démocratie et de la liberté de la presse. Et donc c'est quelque chose qui est très déplorable. Et malheureusement aujourd'hui, même s'il n'y a plus d'agression ou de convocation devant la justice, il y a ce qu'on appelle un bashing des journalistes, des entreprises de presse à travers les réseaux sociaux. Comme Moramar, plus de 30 journalistes ont été victimes de violences policières. Selon ce rapport, au moins 15 arrestations et interpellations de journalistes ont été menées. On note également des suspensions d'Internet, des réseaux sociaux et du média Walf TV. Des journalistes ont été cyberharcelés en toute impunité. Finalement, le rapport dénonce des ingérences politiques et des campagnes de désinformation. Ces événements se sont déroulés sous le régime du président Macky Sall. Aujourd'hui, que peut espérer la presse sous le régime du nouveau président Bassirou Diomaye Diakhar Faye? Que ça soit avec le régime actuel, que ça soit avec n'importe quel régime, nous devons faire en sorte d'exposer ce que doivent savoir les Sénégalais, que ça plaise ou non aux gouvernants, parce que c'est ça notre rôle. Le rapport a formulé 30 recommandations, entre autres la suppression des peines privatives de liberté pour les infractions de presse, l'assurance de la protection des lanceurs d'alerte,
une meilleure transparence des médias et de leur financement. L'Association sénégalaise de droit constitutionnel, l'ASDC, s'est penchée sur la faisabilité des réformes constitutionnelles envisagées par le gouvernement. Pour ces constitutionnalistes, la refondation constitutionnelle nécessite l'adhésion de toutes les universités et de tous les universitaires afin d'obtenir des institutions judiciaires fortes. L'ASCD estime qu'il est même bien possible de passer du Conseil constitutionnel à une Cour constitutionnelle afin d'éviter certains manquements constatés lors de l'élection présidentielle de 2024. Et je vous propose d'écouter tout de suite le professeur Abdou Khadre Diop. Il est président de l'ASDC. Il s'en explique au micro de Mamadou Fall. On parle de revoir un peu notre cadre constitutionnel, notre ordre normatif. Et donc il est important que les universitaires puissent se prononcer sur ces questions-là et puissent faire un cahier de recommandations adressé au président de la République pour voir dans le futur quelles sont les réformes constitutionnelles idoines qui peuvent être faites au Sénégal pour le vouloir vivre ensemble et pour pouvoir éviter également les événements qui ont eu à avoir lieu au Sénégal récemment. Cette idée de refonder le Conseil constitutionnel pour aller vers une Cour constitutionnelle qui aura un domaine de compétences beaucoup plus élargi, qui aura des pouvoirs plus importants, etc. Maintenant, comment faire cela? Les universitaires, à mon avis, ont leur mot à dire, de pouvoir réfléchir sur cette question-là, comment aller vers cela. Et vous allez le voir, des collègues vont se baser sur le droit comparé en convoquant d'autres pays qui sont passés de Conseil constitutionnel à Cour constitutionnelle et voir un peu comment ça se passe dans ces différents pays. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire concrètement? Je pense que c'est un ensemble d'éléments qui seront aujourd'hui diagnostiqués et analysés par les universitaires et les membres de la société civile pour voir comment arriver à réformer notre constitution et également se poser la question par quelle voie? Est-ce qu'il faut une nouvelle constitution complètement ou bien est-ce qu'il faut juste réviser la constitution existante? Est-ce qu'il faut reprendre les conclusions des assises nationales, les travaux de la CNRI, etc. Inquiétude chez les mécaniciens implantés à Darussalam, c'est dans la commune de Yeumbeul Nord. Leur existence sur ce lieu de travail est menacée par certains habitants du quartier qui veulent que ces ouvriers libèrent les lieux. Ils évoquent un problème de sécurité dans le quartier. Selon les mécaniciens, ces derniers demandent aux autorités de leur aménager un site, et ils l'ont dit dans ce reportage signé Aminata Ba et Ousmane Baldé. Les mécaniciens du garage de Darussalam de Yeumbeul Nord sont dans une totale détresse. Ces ouvriers sont menacés par des habitants du quartier qui les somment de quitter les lieux. Nous avons vraiment mal au cœur. Certains habitants du quartier disent qu'il y a de l'insécurité dans la zone à cause de notre gare et nos véhicules ont encombré le quartier. Ils veulent nous faire quitter les lieux parce qu'ils souhaitent s'approprier du site. Ils nous menacent tout le temps. Abdou, un autre mécanicien, est un chef d'atelier qui emploie plusieurs apprentis. Il se désole de la situation. Est-ce que nous ressemblons à des agresseurs? Ils doivent nous laisser tranquilles, nous faisons que travailler. Ces ouvriers interpellent les autorités et demandent au chef de l'État de leur octroyer un site adéquat et accessible. Nous sommes des mécaniciens et nous voulons un bon site pour travailler. Même s'il faut payer, nous sommes prêts. Ces mécaniciens sollicitent également l'intervention de leur maire, Babacar Ndao, et des autorités administratives de la localité pour régler ces différends qui les opposent à certains habitants du quartier Darussalam de Yeumbeul Nord. Descente du service d'hygiène national au marché Nguyen de Thiès. Objectif, s'assurer que les carcasses des bêtes ne sont pas récupérées par des personnes mal intentionnées dans le but de les vendre, comme on l'a vu cette semaine dans une vidéo qui circule sur les réseaux sociaux. Les soldats de l'hygiène ont par ailleurs sensibilisé les éleveurs sur les conséquences de l'utilisation abusive d'antibiotiques, notamment chez les moutons, surtout en cette veille de Tabaski. Nous écoutons tout de suite le capitaine Idriss Sandiaye, chef de la brigade régionale de l'hygiène. Il s'exprime au micro de Ndeye Matidien et Mamadou Gueye. Dès l'instant que nous avons beaucoup de personnes dans un lieu déterminé, donc le risque sanitaire peut aussi être important. C'est fort de ce constat que la brigade régionale vraiment a voulu descendre au niveau de ces lieux de vente de bétail, mais en y allant avec une stratégie purement communicationnelle.
à ce niveau, nous venons avec 3 types de messages. Donc le premier message, c'est surtout la gestion des cadavres d'animaux, donc qui se pose avec acuité donc, durant les préparatifs de ces fêtes de Tabaski. Parce qu'en réalité, il y a la loi qui l'encadre. Donc il y a le décret 2002-1094. Et ce décret recommande même soit que les cadavres d'animaux soient incinérés, soit enfouis. Donc, mais malheureusement, donc, si c'est des cadavres qui sont jetés à l'air libre, on peut avoir des personnes vraiment véreuses qui viennent pour procéder au dépeçage et revendre cette viande au niveau soit des restaurants, des gargotes. L'autre aspect qui est important, l'autre aspect par rapport au message qu'on va délivrer aux vendeurs, c'est surtout de porter une attention sur la santé même de l'animal. Donc voir s'il n'y a pas de présence d'œdème, s'il n'y a pas de présence de plaies, etc. Donc, et le troisième aspect qui est lié à ces vendeurs d'art alimentaire, c'est souvent l'usage abusif des antibiotiques. Donc la conséquence de cet usage abusif donc, des antibiotiques, c'est qu'on puisse les retrouver au niveau de la chaîne alimentaire. Donc c'est pourquoi aussi on leur demande vraiment de faire très attention à cet usage intempestif d'antibiotiques qui peut vraiment se retrouver au niveau de la viande. Pour les acheteurs, on les recommande souvent si c'est possible, de faire les gestes barrières. Allez, parlons santé à présent et plus précisément de maintenance hospitalière. Les professionnels du secteur dénoncent l'absence de pièces de rechange et la lenteur dans le processus de leur acquisition. Le Centre national de formation des techniciens en maintenance hospitalière de Diourbel cherche à ouvrir des filières supérieures, des préoccupations soulevées lors de la journée d'intégration de nouveaux étudiants. Babacar Diouf, Nongouniaï. C'est Abdou Khadr Ndiaye, ingénieur biomédical, ancien président de l'amicale des ingénieurs du domaine qui l'a soulevé. C'était au cours de la journée d'intégration des nouveaux étudiants du Centre national de formation des techniciens en maintenance hospitalière. Très difficile d'exercer nos métiers correctement comme on l'aurait souhaité. Parce que souvent on est confronté à des problèmes de pièces de rechange, l'environnement qui est la chaleur, la poussière, la qualité de l'eau, mais aussi l'approvisionnement en pièces de rechange et les budgets qui sont souvent petits par rapport à tout le parc équipement qu'on doit maintenir. Pour le directeur, le docteur Saliou John, le centre de Diourbel travaille pour l'ouverture de filières supérieures. Envisageons de faire l'extension de ce centre-là pour pouvoir bien entendu ouvrir les filières supérieures. Donc, il y a un projet qui est déjà financé par la coopération technique japonaise à hauteur de 1,5 milliard qui nous permettra bien entendu de faire l'extension et l'équipement de ce centre pour pouvoir ouvrir 3 filières supérieures, 3 licences, une licence en maintenance des équipements de laboratoire, une licence en maintenance des équipements du bloc opératoire et une licence en maintenance des équipements d'imagerie médicale. Les nouveaux étudiants ont été accueillis et installés par les anciens de l'école. Allez, ce communiqué en provenance du ministère des Finances et du Budget qui nous informe d'une opération réussie sur les marchés internationaux de capitaux. Le Sénégal obtient 750 millions de dollars dans le cadre de la couverture des besoins de financement des opérations de la loi de finances de l'année 2024. L'État du Sénégal a mandaté JP Morgan Londres afin de mobiliser à des conditions alignées à sa stratégie de gestion de la dette des ressources pour un montant de 500 millions de dollars US. À cet effet, il a été procédé le lundi 3 juin 2024 au lancement d'obligations de l'État du Sénégal en placement privé auprès d'investisseurs sur les marchés internationaux de capitaux. Ces titres ont émis en dollars US à un taux nominal d'intérêt de 7,75% l'an pour une maturité de 7 ans. Afin d'optimiser davantage le service de la dette, ces titres ont fait l'objet concomitamment d'une conversion en euros à un taux moyen de 6,47%. L'engouement pour ces titres, noté après leur lancement, a justifié l'émission, le mardi 4 juin 2024, d'une tranche additionnelle de 250 millions de dollars US. Ce placement privé d'obligations auprès d'investisseurs internationaux est une première opération du genre pour l'État du Sénégal. Il s'inscrit dans le cadre de la politique de diversification des instruments de financement, de l'élargissement de la base des investisseurs et de gestion active de la dette
conformément à la stratégie de dette à moyen terme de l'État. Les résultats obtenus confortent l'État du Sénégal dans son statut d'émetteur de référence, eu égard notamment à la qualité et à la crédibilité de sa politique économique. Un communiqué fait donc ce 6 juin et signé par le ministre des Finances et du Budget. Plus de 800 migrants de retour au Sénégal ont bénéficié d'une assistance psychosociale. C'est suite à la validation du mécanisme national de référencement des migrants. L'Organisation internationale de la migration a pris en charge ces migrants afin de leur offrir de l'assistance dès leur retour au bercail pour faciliter leur réintégration, leur protection, mais aussi leur santé mentale. D'où l'importance plutôt de l'atelier sur la validation des termes de référence du groupe de travail technique. Et selon Valaria Falaski, chef de mission intérim OIM, et Marem Sodandoy, directrice de l'emploi et de la promotion, 100% des migrants ont bénéficié d'un appui psychosocial. Je vous propose de les écouter au micro d'Abib Faye. La réintégration, le retour, la réintégration et le suivi psychologique, psychosocial des migrants de retour. Mais auparavant, il y a quelques semaines, nous avons validé le mécanisme national de référencement des migrants. Et ça, c'est le cadre général qui nous permet de pouvoir prendre en charge les migrants sénégalais qui sont de retour. Aujourd'hui, je pense qu'ils sont déjà à 800, donc en très peu de temps, qui sont suivis par les COSP par un appui psychologique. Après, il y a tous les migrants qui sont rentrés et justement, ils font des séances avec les psychologues pendant les séances. Donc, on peut dire 100% des migrants de retour aujourd'hui, ils ont un appui psychosocial. Alors là, au Sénégal, il y a une structure étatique très puissante, on peut dire en termes de support psychosocial, et aussi tous des acteurs de l'hôpital psychiatrique ou des psychiatriciens qui jouent un rôle dominant pour remettre en état les migrants qui retournent, donc un Sénégalais qui retourne. Il faut aller vers la rééducation de l'espèce humaine si nous voulons sortir des différentes crises. C'est la vision, la conviction du mouvement Solution by Spirituality dans le cadre de la célébration de la Semaine de l'Environnement. Ce mouvement a organisé un panel en collaboration avec le ministère de l'Environnement, la ville de Dakar et l'Institut africain de management. Le thème de cette journée, la planète en péril, l'humanité menacée. La réponse se trouve dans la spiritualité. Et d'après l'un des panélistes, le sociologue Djibi Diakhaté, les enjeux du développement en Afrique, c'est la spiritualité. Je vous propose d'écouter Djibi Diakhaté justement dans ce reportage signé Alassane Amadouba. Solution by Spirituality ne veut en aucun cas rater un rendez-vous du genre. La célébration de la Journée mondiale de l'environnement, l'environnement qui occupe une place importante dans les différents programmes de SBS. Pour cette journée, il s'agit d'engager le débat autour de la protection de l'environnement. Comment utiliser la spiritualité pour aller vers cet objectif? Le mouvement Solution by Spirituality a opté d'analyser les problèmes, les crises aujourd'hui, qu'elles soient environnementales, qu'elles soient économiques, financières et autres, sous l'angle de la spiritualité. Donc l'idée est de voir dans quelle mesure nous, nos sociétés, qui sont très ancrées dans la spiritualité, très ancrées dans la foi, comment utiliser ce levier pour aller vers une vraie protection de l'environnement. Parce qu'en définitive, de la protection de l'environnement dépend la protection de nos propres vies. La planète en péril, l'humanité menacée, la réponse dans la spiritualité. Ainsi donc, au-delà d'être la réponse la mieux adaptée, SBS a compris que la spiritualité est un vecteur de développement, et cela depuis des décennies. Donc nous nous sommes engagés dans cette réflexion et je crois que c'est bien de voir que Serigne Cheikh Baba Diallo s'est engagé sur cette voie-là depuis plusieurs décennies. Ce n'est pas aujourd'hui seulement, c'est un mouvement qui a toujours dit qu'il faut développer le pays, qu'il faut développer le continent, qu'il faut développer le monde en se fondant sur la spiritualité. Donc la spiritualité est un vecteur de développement. Cette association a été rejointe dans cette dynamique-là par d'autres structures, comme l'Institut africain de management qui a accueilli ça. Selon le secrétaire général du mouvement, il est impératif d'aller vers la rééducation de l'espèce humaine.
Ce qui aujourd'hui reste convaincu pour nous est que les problèmes que nous vivons aujourd'hui, la solution ultime, c'est la rééducation de l'espèce humaine. Parce que nous sommes les acteurs qui causent ces problèmes-là, mais nous seuls, à partir d'une revalorisation, d'une redéfinition de notre rôle premier au niveau de cet environnement-là, nous pourrons régler ces problèmes. Nous sommes la ville de Dakar et l'actuel maire de la ville de Dakar, en l'occurrence Barthélémy Diaz, avait promis aux Dakarois une gestion inclusive, participative, mais aussi avait promis surtout de mettre l'humain au cœur du développement, en tout cas de toute politique publique qui serait enclenchée au niveau de la ville de Dakar. En tout cas, la démarche entreprise par l'association Solutions by Spirituality, c'est la bonne démarche et nous, en tout cas, en tant que ville de Dakar, nous viendrons nous y greffer et accompagner un peu cette initiative. Au-delà de ce panel Solutions by Spirituality avec à sa tête le président Cheikh Baba Diallo, absent du pays, va organiser des journées de nettoiement et de reboisement à Dakar, Matam et Kaolack. Pour lutter contre le changement climatique et l'immigration irrégulière, le gouvernement du Sénégal, en partenariat avec des collaborateurs internationaux, vient de lancer le projet Jeunes Entrepreneurs Verts. C'est un projet qui vise à soutenir les jeunes entrepreneurs, dont une majorité de femmes, dans le développement de meilleures pratiques contribuant efficacement à la transition écologique et climatique des communautés. Dans la zone nord, vous le savez, les températures dépassent parfois les 47 degrés. Ces jeunes qui seront formés vont lutter à terme contre le changement climatique avec des cultures écologiques qui s'adaptent justement aux réalités du Fouta. Le point, c'est avec Ousseynou Diop et Habib Sek. Le projet Jeunes Entrepreneurs Verts est déroulé dans le département de Podor par l'IPAR, les partenaires internationaux, le conseil départemental et la mairie de Podor. Le but de ce projet est de soutenir les jeunes entrepreneurs dans le développement de meilleures pratiques contribuant efficacement à la transition environnementale et climatique des communautés. Et d'une mobilisation à long terme et au Sénégal et dans la sous-région et au niveau global pour la mobilisation de la jeunesse, pour la gestion de l'eau, la gestion intégrée des ressources en eau et l'adaptation au changement climatique. On sait que la vallée, c'est une zone où il va y avoir énormément d'investissements, où il y a eu déjà énormément d'investissements pour la production risicole, mais pas seulement la production risicole, la production de tomates, la production d'oignons. Pour le représentant du conseil départemental de Podor, le projet va fixer les jeunes dans leur terroir pour lutter contre l'immigration clandestine. Surtout ces derniers jours, avec les températures qui frôlent les 47 degrés, on voit des sols qui sont dénudés. On voit des pratiques agricoles qui ne sont pas appropriées. Dans le département de Podor, beaucoup de jeunes sont au chômage. Avec la baisse des rendements dans les périmètres agricoles, les nouvelles cultures écologiques permettront de développer l'agriculture dans la vallée du fleuve. Je pense que cet atelier est une réponse fondamentale pour qu'ensemble, qu'on puisse vraiment faire en sorte que les jeunes, que ce soit garçons et filles, puissent vraiment exercer une activité qui leur permettra vraiment d'être autonomes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont formés dans ce nouveau programme dans le département de Podor pour une approche de gestion intégrée des ressources en eau et le développement entrepreneurial. Et nous parlons toujours environnement avec cet événement qui s'est tenu à l'esplanade de la gouvernance. Madame Mariam Anne Kouyaté, adjointe au gouverneur de Kolda, chargée des affaires administratives, a invité les populations à adopter des attitudes favorisant la préservation de l'environnement. Vous le savez, le thème de cette année, c'est la restauration des terres, la désertification et la résilience à la sécheresse, accompagné du slogan « Nos terres, notre avenir », un thème qui a servi de cadre justement à ce plaidoyer. Nous les écoutons au micro d'Abdoulaye Diallo. Toutes les parties prenantes, en tout cas au niveau régional, pour aujourd'hui discuter des questions environnementales, des enjeux liés à la préservation de notre planète. Le thème de cette année, comme nous le savons, nous interpelle sur la restauration des terres, sur la désertification, sur la sécheresse et quelles actions à mettre en œuvre pour endiguer tout ce phénomène-là. Préserver nos terres, les restaurer et avec comme slogan nous sommes la génération restauration. Donc nous sommes impliqués au premier rang, nous sommes interpellés pour en tout cas changer nos façons de faire, changer nos habitudes en faveur de la préservation de l'environnement qui devient de plus en plus menacé. Et c'est l'occasion de dénoncer tous ces phénomènes anthropiques
qui ont fini en tout cas de détruire notre environnement, de détruire notre écosystème. La région de Kolda n'est pas épargnée par la coupe abusive de bois, par le trafic de bois, etc., par l'effet de serre, les feux de brousse, qui en tout cas sont un phénomène très récurrent dans la zone. Et nous magnifions en tout cas tous les efforts qui sont déployés par les membres des forces de défense et de sécurité pour la préservation de nos ressources naturelles. Mais toujours est-il que la communauté est engagée et interpellée au premier plan pour changer nos habitudes, pour avoir cette conscience environnementale, ce réflexe environnemental, ces actions à prôner, à défendre tous les jours pour laisser ne serait-ce qu'un legs aux générations futures. Puis vous le savez, Sédhiou est l'une des régions productrices de fruits, mais ne dispose pas d'assez d'usines de transformation. Les femmes du Pakao viennent de bénéficier d'une session de formation en transformation de fruits et légumes, mais également en savonnerie. Plus de détails, c'est dans ce reportage signé Bakary Conté. Les images de Khalid Diamé. Sédhiou produit beaucoup de fruits, mais la conservation de ces produits constitue un véritable problème. Chaque année, plusieurs tonnes de fruits pourrissent dans la zone. Pour mettre fin à cette perte, Général Ibrahima Dramé, président de l'association Badoaya, a initié une session de formation pour les femmes du Pakao. Quand tu viens au Pakao, aujourd'hui, il y a tous les fruits là-bas. Mais vous voyez, vous allez voir les vaches et les ânes là, ils vont manger les mangues, tout ça. Mais les femmes sont les plus braves. Tout ce qui se passe à la maison, c'est les mamans qui subissent tout. Donc quand les femmes se développent, toutes les maisons vont développer. Donc il faut former les femmes. L'objectif de cette formation, c'est d'aider la population du Pakao. Banna Djedjou, formatrice, revient ici sur les différents modules. Les femmes ont bénéficié de quelques modules de formation, tels que la transformation des fruits et légumes, comme la mangue et le mad. Bon, on en a fait de la confiture de mad et de mangue. Puis on a fait aussi des modules en savonnerie, en saponification, c'est-à-dire du savon en Nîmes, en Caïcédra. Maïmouna Badjo est bénéficiaire. On avait de sérieux problèmes pour conserver nos légumes. Nous faisons du maraîchage et nous vendons les produits. Souvent, on a des difficultés pour tout vendre, alors le reste pourrit. C'est la même chose pour les mangues et le mil et autres produits de la zone. On n'avait pas bénéficié de cette formation. C'est chose faite maintenant. On va se battre pour conserver nos aliments. Plusieurs villages des communes de Sakar et de Boudoukar ont participé à cette formation. L'association Badoaya promet de l'étendre dans les autres localités du Pakao. Allez, on parle sport à présent. Vous le savez, le Sénégal croise le fer en ce moment même avec la RD Congo au stade Maître Abdoulaye Wade. 1-0 pour les Lions, inscrit par Ismaël Sarr dans les ultimes minutes de la première mi-temps. Un match qui se joue sans Sadio Mané, forfait à cause d'une blessure. Pour le reste, les Mourabitoun qui reçoivent plutôt les voisins sénégalais le 9 juin prochain ont connu une grosse déception ce jeudi à Nouakchott. Les Mauritaniens ont été battus par le Soudan. Grâce à ce succès, le Soudan prend provisoirement la première place du groupe B avec 7 points. En attendant donc la fin du match Sénégal-RD Congo, qui nous l'espérons sera donc gagné par nos Lions. Et puis autre résultat, dans le groupe D, la Libye a battu l'île Maurice sur le score de 2-0. Dans le groupe H, le Malawi a pris le dessus sur Sao Tomé Principe sur le score de 3-1. Et dans le groupe A, la Guinée-Bissau a été tenue en échec par l'Éthiopie, score 0 but partout. Voilà, vous savez tout ou presque. Merci d'avoir suivi ce journal qui est à présent terminé. Mais l'info se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Excellente suite de programmes en notre compagnie et bon début de week-end à toutes et à tous.